Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, 1576. Partie 4. Lecture avec explication. Je poserai cette question. Si par hasard il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à la sujétion, ni affriandés à la liberté, ignorants jusqu'au nom de l'une et de l'autre, et qu'on leur proposa d'être sujets ou de vivre libres, quel serait leur choix? Sans aucun doute, ils préféreraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme, à moins qu'ils ne soient comme ces gens d'Israël qui, sans besoin ni contrainte, se donnèrent un tyran. Je ne lis jamais leur histoire sans en éprouver un dépit extrême qui me porterait presque à être inhumain, jusqu'à me réjouir de tous les maux qui leur advinrent. Car pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une, ou qu'ils y soient contraints, ou qu'ils y soient trompés. Contraints par les armes étrangères comme le furent Sparte et Athènes par celles d'Alexandre, ou trompés par les factions comme le fut le gouvernement d'Athènes tombé auparavant aux mains de Pisistrate. Ils perdent souvent leur liberté en étant trompés, mais sont moins souvent séduits par autrui qu'ils ne se trompent eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, capitale de la Sicile, pressé par les guerres, ne songeant qu'au danger du moment, élut Denys Ier et lui donna le commandement de l'armée. Il ne prit garde qu'il l'avait fait aussi puissant que lorsque ce malin, rentrant victorieux comme s'il eût vaincu ses citoyens plutôt que ses ennemis, se fit d'abord capitaine, puis roi, et de roi tyran. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais les successeurs servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Toutefois, il n'est pas d'héritier, même prodigue ou nonchalant, qui ne porte un jour les yeux sur les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession et s'il n'en a rien entrepris contre lui ou contre son prédécesseur. Mais l'habitude, qui exerce en toute chose un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous apprendre à servir, et comme on le raconte de Mitriette, qui finit par s'habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotis, mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir sur nous que l'habitude. Si bon que soit le naturel, il se perd s'il n'est entretenu, et l'habitude nous forme toujours à sa manière, en dépit de la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues, si frêles, qu'elles ne peuvent résister au moindre choc d'une habitude contraire. Elles s'entretiennent moins facilement qu'elles ne s'abâtardissent et même dégénèrent, tels ces arbres fruitiers qui conservent les caractères de leur espèce tant qu'on les laisse venir, mais qui les perdent pour porter des fruits différents des leurs selon la manière dont on les greffe. Ici, l'auteur y tente de répondre à sa question précédente, qui était pourquoi, comment le peuple en est arrivé à perdre son désir de liberté. Et il nous explique que l'habitude prend le dessus sur la nature. Pour ceux qui ont choisi de suivre mon conseil de découper le livre en plusieurs chapitres, pour celui-là, je vous conseille d'appeler le passage tout entier « L'habitude surpasse la nature » ou simplement « l'habitude », ou alors de continuer votre système comme vous l'avez fait précédemment. Désolé, ce passage a eu un petit accident de montage. Bonne vidéo. L'auteur nous fait faire un petit exercice mental et il nous demande d'imaginer un nouveau peuple. Comme ça, il apparaît. On doit s'imaginer que ce peuple n'a jamais été soumis à la servitude. Et il nous explique que ce peuple, n'ayant jamais été soumis à la servitude, son envie de liberté serait bien présente et intacte. Il en arrive donc à la conclusion que pour que ces personnes acceptent la servitude, il faudrait qu'ils y aient été contraints, donc forcés, ou alors qu'ils aient été trompés. Donc on leur ait menti, qu'on leur ait fait croire quelque chose de bien, et puis en fait pas. Et là, il nous redonne des exemples de l'Antiquité. Il y a une idée de comprendre à l'origine qu'est-ce qui a fait que les premiers ont accepté. C'est logique. Ici, il explique
pour les générations suivantes que c'est l'habitude, le fait qu'ils soient nés comme ça, qui fait qu'ils ne se posent pas vraiment la question et qu'ils l'acceptent, parce qu'ils sont nés comme ça et que ça a toujours été comme ça. L'habitude. Et il nous explique que l'habitude prend le dessus sur la nature, progressivement en s'installant. Il explique comment on peut finalement adopter un comportement qui va à l'encontre même de notre nature. Et là, il nous donne un exemple. Donc il parle des greffes sur les plantes. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut se faire plutôt facilement avec les agrumes, donc tout ce qui est citron, orange, etc. Vous coupez une branche d'un citronnier, vous mettez une branche d'un autre agrume, des oranges par exemple, et bien votre citronnier, il va produire des oranges. Alors que sa nature de citronnier, à lui, c'est de faire des citrons. Et bien l'habitude va faire que le peuple va renoncer à son envie de liberté. Un peu comme le citronnier qui ferait des oranges, le peuple ne veut plus être libre. C'est un peu comme si l'habitude les faisait produire un fruit différent. Les herbes aussi ont chacune leurs propriétés, leur naturel, leur singularité. Pourtant, la durée, les intempéries, le sol ou la main du jardinier augmentent ou diminuent de beaucoup leurs vertus. La plante qu'on a vue dans un pays n'est souvent plus reconnaissable dans un autre. Celui qui verrait les Vénitiens, une poignée de gens vivant si librement que le plus misérable d'entre eux ne voudrait pas être roi, nés et élevés de façon qu'ils ne connaissent d'autres ambitions que celle d'entretenir pour le mieux leur liberté, éduqués et formés dès le berceau de telle sorte qu'ils n'échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités de la terre, celui, dis-je, qui verrait ces personnes-là et qui s'en irait ensuite sur le domaine de quelque grand seigneur, y trouvant des gens qui ne sont nés que pour le servir et qui abandonnent leur propre vie pour maintenir sa puissance, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature? Ou ne croirait-il pas plutôt qu'en sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes? Il compare les herbes aux humains. Et il explique que, comme pour les herbes, l'environnement va avoir une influence, que selon les soins qu'on va donner à une herbe, et selon l'endroit où elle se trouve, elle va être différente, et que les humains, selon leur éducation, leurs habitudes, l'endroit où ils se trouvent, eh bien, ils vont adopter un comportement différent. Et juste ici, il nous donne un exemple avec les Vénitiens, qui sont libres, et un autre peuple fictif. On raconte que Lycurgue, le législateur sparte, avait nourri deux chiens, tous deux frères, tous deux allaités au même lait. L'un était engraissé à la cuisine, l'autre habitué à courir les champs au son de la trompe et du cornet. Voulant montrer aux Lacédémoniens que les hommes sont tels que la culture les a faits, il exposa les deux chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre. L'un courut au plat, l'autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères. Celui-là, avec ses lois et son art politique, éduqua et forma si bien les Lacédémoniens que chacun d'eux préférait souffrir 1000 morts plutôt que de se soumettre à un autre maître que la loi et la raison. Juste ici, il nous donne un autre exemple avec les Lycurgue, qui éduquent deux chiens qui sont frères avec une alimentation différente. Les deux sont habitués à une alimentation différente et les deux vont naturellement se diriger vers l'alimentation qui leur a été donnée depuis le départ. Alors que pourtant ils sont frères, simplement une habitude différente fait qu'ils vont préférer quelque chose de différent ou avoir un comportement différent. Je prends plaisir à rappeler ici une anecdote concernant l'un des favoris de Xerxès, grand roi de Perse et des deux Spartiates. Lorsque Xerxès faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la Grèce entière, il envoya ses ambassadeurs dans plusieurs villes de ce pays pour demander de l'eau et de la terre. C'était la manière qu'avaient les Perses de sommer les villes de se rendre. Il se garda bien d'en envoyer à Sparte ni à Athènes, parce que les Spartiates et les Athéniens, auxquels son père Darius en avait envoyé auparavant, les avaient jetés, les uns dans les fossés, les autres dans les puits, en leur disant « Allez-y, prenez là de l'eau et de la terre, et portez-les à votre prince. » Ces gens ne pouvaient souffrir que même par la moindre parole, on attenta à leur liberté. Les Spartiates reconnurent qu'en agissant de la sorte, ils avaient offensé les dieux, et surtout Thalcébi, le dieu des héros. Ils résolurent donc, pour les apaiser, d'envoyer à Xerxès deux de leurs citoyens, afin que, disposant d'eux à son gré, il pût se venger sur eux du meurtre des ambassadeurs de son père. Deux Spartiates, l'un nommé Spersias et l'autre Boulis, s'offrirent comme victimes volontaires. Ils partirent. Arrivés au palais d'un Perse nommé Hydrane, lieutenant du roi pour toutes les villes d'Asie qui étaient sur les côtes de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement, leur fit grande chère et, de fil en aiguille, leur demanda pourquoi ils rejetaient si fort l'amitié du roi. « Spartiates, dit-il,
Voyez par mon exemple comment le roi sait honorer ceux qui le méritent. Croyez que si vous étiez à son service et qu'il vous eût connu, vous seriez tous les deux gouverneurs de quelque ville grecque. Les Lacédémoniens répondirent: En ceci, Hydrane, tu ne pourrais nous donner un bon conseil, car si tu as essayé le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont nous jouissons. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais tu ne sais pas quel goût délicieux a la liberté. Or, si tu en avais seulement goûté, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et avec les ongles. Seuls les Spartiates disaient vrai, mais chacun parlait ici selon l'éducation qu'il avait reçue. Car il était aussi impossible aux Persans de regretter la liberté dont ils n'avaient jamais joui qu'aux Lacédémoniens qui l'avaient savourée d'endurer l'esclavage. Ensuite, il nous donne un autre exemple qui est plutôt grand, comme vous pouvez le voir, avec deux Spartiates qui discutent avec un homme au service de Xerxès, donc un homme bien placé au service d'un tyran, et il explique qu'il ne comprend pas pourquoi les Spartiates souhaitent rester libres et que son maître les aurait certainement mis dans une bonne situation. Les Spartiates expliquent que leur situation est meilleure parce qu'ils ont leur liberté. Et ils ne comprennent pas que cet homme préfère tout ce matériel et subisse la tyrannie. Et lui, n'ayant pas vraiment connu la liberté, par son habitude de la servitude, n'est pas capable de comprendre ce que disent les Spartiates. Caton d'Utique, encore enfant et sous la férule de son maître, allait souvent voir le dictateur Sylla chez qui il avait ses entrées tant à cause du rang de sa famille que de ses liens de parenté. Dans ses visites, il était toujours accompagné de son précepteur, comme c'était l'usage à Rome pour les enfants des nobles. Il vit un jour que dans l'hôtel même de Sylla, en sa présence ou par son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres. L'un était banni, l'autre étranglé. L'un demandait la confiscation des biens d'un citoyen, l'autre sa tête. En somme, tout s'y passait non comme chez un magistrat de la cité, mais comme chez un tyran du peuple. C'était moins le sanctuaire de la justice qu'une caverne de tyrannie. Ce jeune garçon dit à son précepteur: « Que ne me donnez-vous pas un poignard? Je le cacherai sous ma robe. J'entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu'il ne soit levé. J'ai le bras assez fort pour en libérer la ville. » Voilà vraiment la parole d'un Caton. Ce début d'une vie était digne de sa mort. Taisez le nom et le pays. Racontez seulement le fait tel qu'il est. Il parle de lui-même. On dira aussitôt: cet enfant était romain, né dans Rome lorsqu'elle était libre. Pourquoi dis-je ceci? Je ne prétends certes pas que le pays et le sol n'y fassent rien, car partout et en tout lieu l'esclavage est amer aux hommes, et la liberté leur est chère. Mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux qui en naissant se trouvent déjà sous le joug, qu'on doit les excuser ou leur pardonner si, n'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. S'il est des pays, comme le dit Homère de celui des Cimériens, où le soleil se montre tout différent qu'à nous, où après les avoir éclairés pendant 6 mois consécutifs, il les laisse dans l'obscurité durant les 6 autres mois, faut-il s'étonner que ceux qui naissent pendant cette longue nuit, s'ils n'ont point ouï parler de la clarté ni jamais vu le jour, s'accoutument aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière? On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir, et toujours, à la connaissance du malheur, se joint le souvenir de quelque joie passée. La nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne. Disons donc que si toutes choses deviennent naturelles à l'homme lorsqu'il s'y habitue, seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Voilà ce qui arrive aux plus braves chevaux qui d'abord mordent leurs freins et après s'en jouent, qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d'eux-mêmes sous le harnais et, tout fiers, se rengorgent sous l'armure. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, s'en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent. Juste là, avec Caton, encore très jeune, qui a voulu, de manière simplifiée, débarrasser le monde d'un tyran, et apparemment ça viendrait du fait qu'il était romain et qu'il était né au moment où Rome était encore libre. Il donne un autre exemple cette fois-ci avec des gens qui seraient nés pendant la nuit, et il explique que ces gens-là, s'ils n'ont jamais vu la lumière, ils ne risquent pas de la demander,
Pour comparer avec la liberté, si on n'a jamais été libre, on ne va pas se poser la question. On ne risque pas d'y penser et de se demander si on pourrait l'être. Il nous explique que ce qu'on n'a jamais eu ne nous manque pas. Il insiste encore sur son argument et il explique que c'est vraiment l'habitude, la première raison de la servitude volontaire. Et juste un peu plus bas, il donne encore un exemple avec des chevaux. Donc vous voyez que c'est un argument qui est quand même très important dans ce livre, parce qu'il est quand même beaucoup appuyé avec des exemples et répété plusieurs fois.